Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Pourquoi ce livre ? 15 ans après le génocide des Tutsis. Le génocide des Tutsis du Rwanda, dernier génocide du XXe siècle, constitue un événement majeur de ces 15 dernières années. Tentative d'éradiquer pour toujours l'autre pour ce qu'il est censé être, ce crime absolu pose inévitablement la question du comment en est-on arrivé là ? Comment des êtres humains se mettent-ils à tuer leurs semblables ? Comment des individus sont-ils amenés à tuer leurs voisins, leurs amis, leurs compatriotes, souvent dans des conditions atroces qui dépassent l'entendement ? Le génocide des Tutsis du Rwanda relève de la même logique meurtrière et inhumaine qui a amené les nazis à exterminer 6 millions de juifs et de tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Confère chapitre 2. Et le fait que ce dernier génocide du siècle s'est déroulé en Afrique n'y change rien. À la différence peut-être que si le génocide des Juifs, un génocide européen, est connu, reconnu et condamné dans le monde occidental, le génocide des Tutsis reste quant à lui encore méconnu, lorsqu'il n'est pas tout simplement considéré comme un génocide africain, sorte d'épiphénomène d'un continent en proie à l'instabilité et aux conflits meurtriers. Pourtant, le génocide des Tutsis ne fut pas seulement un génocide africain, outre le fait qu'il a bien eu lieu en Afrique. Il est aussi le résultat de multiples interférences, ingérences ou indifférences, au premier rang desquelles celle des grandes puissances et de la communauté internationale. Car tout comme la France, la Chine ou le Pérou, le Rwanda faisait partie en cette année 1994 de la communauté des nations. Une communauté des nations qui, au lendemain de la Shoah, avait fait du plus jamais ça l'un de ses mots d'ordre. Le génocide des Tutsis du Rwanda sonne, indubitablement, comme un nouvel échec de cette communauté internationale à prévenir et surtout à empêcher le pire. Mais la réalité est bien plus terrible qu'un simple échec. Car si la communauté internationale porte une lourde responsabilité dans le génocide des Tutsis du fait de sa passivité, il est un pays qui en porte une autre, bien plus lourde. Ce pays c'est la France, patrie des droits de l'homme. Un pays qui a soutenu le régime qui préparait un génocide, alors même que de nombreux indicateurs l'alertaient sur l'imminence du déclenchement de celui-ci sous l'autorité des plus hauts responsables de l'État rwandais, confère chapitre 3. Un pays qui a continué à apporter un appui politique, diplomatique, militaire et financier à ceux qui commettaient le crime, confère chapitre 4. Un pays encore qui, sous couvert d'une opération humanitaire, a pas mis fin au génocide mais a sauvé la vie, aux génocidaires, confère chapitre 5. Un pays enfin qui, alors même que le génocide était terminé, a poursuivi son alliance malfaisante avec ceux qui l'avaient commis, confère chapitre 6. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu l'histoire contemporaine de la présence française en Afrique, ou qui découvrent le génocide des Tutsis, ces allégations sont inévitablement difficiles à croire ou à concevoir. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé au Rwanda entre 1990 et 1994. C'est ce qu'entend démontrer ce livre, en s'appuyant sur les nombreux travaux déjà réalisés à ce sujet jusqu'ici. Car ce soutien de la France aux génocidaires ne fait plus aucun doute. Le nier relève au mieux de l'indifférence, au pire du mensonge. À partir de ce constat, l'implication française dans le génocide pose aux citoyens français de nombreuses questions auxquelles il convient d'essayer de répondre. C'est aussi ce que tente de faire ce livre. Tout d'abord, pourquoi la France a-t-elle agi ainsi ? Pourquoi les responsables politiques et militaires d'un pays comme le nôtre ont-ils contribué à la mise en œuvre d'une politique aussi meurtrière ? Si la réponse réside en partie dans le caractère haineux accent aigu colonial de la politique de la France en Afrique depuis les indépendances de ses anciennes colonies, il n'en reste pas moins qu'il s'agit ici d'un génocide, confère chapitre 7. Dès lors, comment qualifier juridiquement cette implication française ? Peut-on notamment parler de complicité de génocide ? Que recouvre donc exactement cette qualification ? Et in fine, peut-on juger les responsables français pour un tel acte, confère chapitre 8 ? Que penser également de ceux qui réfutent cette complicité ? Et que valent leurs arguments ? Car depuis quelques années, sous prétexte de défendre l'honneur de la France, un courant révisionniste va jusqu'à déformer la vérité, accusant les Tutsis d'être responsables de leur propre extermination. Il importe de déconstruire ce discours et de réaffirmer les motifs de l'accusation de complicité adressée à la France,
Confère chapitres 9 et 10. Comprendre, c'est déjà agir. Toutefois, cela ne suffit pas. En effet, l'implication de la France dans le génocide, du fait de sa gravité, devrait imposer à notre pays une remise en cause fondamentale de sa politique en Afrique et des mécanismes institutionnels qui ont permis à nos gouvernants de s'associer au pire. Mais depuis le génocide, quelle est l'attitude de la classe politique française ? Est-elle disposée à s'emparer de cette question ? Confère chapitre 11. Quelle est l'attitude des militaires françaises engagés à l'époque au Rwanda sous les ordres des autorités politiques ? Confère chapitre 12. En 1998, une mission d'information parlementaire, chargée de faire la lumière sur l'implication française au Rwanda, a bien été mise en place. Mais son président dédouana rapidement la France de toute responsabilité, malgré les conclusions différentes qui pouvaient être tirées du travail des députés. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire, par exemple, pourrait apporter de plus que cette mission d'information ? Confère chapitre 13. Quel rôle pourrait jouer l'opinion publique afin de susciter ce grand débat national sur la question ? Confère chapitre 14. Enfin, 15 ans après le génocide, où en sont les relations franco-rwandaises ? Car s'opère depuis quelque temps entre Paris et Kigali un rapprochement diplomatique. Dans ce contexte, quel sera le sort de l'accusation de complicité de génocide émise à plusieurs reprises à l'encontre de la France par les autorités rwandaises ? Confère chapitre 15. C'est à l'ensemble de ces questions que ce livre tente de répondre. 15 ans après, c'est une manière de rappeler que la complicité française dans le génocide des Tutsis ne doit pas être reléguée aux oubliettes de l'histoire. Que la poursuite des enquêtes, l'information des citoyens, leur mobilisation, l'interpellation de nos responsables politiques sont primordiales pour l'honneur de notre pays. Tant que la complicité de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda, qui fait partie, qu'on le veuille ou non, de l'histoire de la Ve République, ne sera pas reconnue et abordée de front, il conviendra de la rappeler. Pour que cela ne puisse plus se reproduire. 2. Qu'est-ce que le génocide des Tutsis du Rwanda ? Le génocide des Tutsis au Rwanda a fait entre 800 000 et 1 million de victimes, hommes, femmes et enfants, massacrés sous le prétexte d'être Tutsis. Il s'est couplé d'un massacre de nombreux Hutus, membres de l'opposition ou qui se sont opposés à cette extermination. Organisé et planifié sous le régime ethniste et corrompu du président Juvénal Habyarimana, allié de la France, ce génocide, crime imprescriptible, a duré 3 mois, d'avril à juillet 1994. Il est le résultat d'une dérive criminelle du régime rwandais confronté à une guerre contre le Front patriotique rwandais, FPR, mouvement rebelle en grande majorité composé de descendants d'exilés Tutsis persécutés et exilés auxquels tout droit au retour dans leur pays d'origine a été refusé. L'attentat, encore non élucidé, du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana, a constitué l'événement décisif pour la prise du pouvoir par les extrémistes du Hutu Power et la mise en place d'un gouvernement intérimaire rwandais, JIR, maître d'œuvre du génocide. Abandonnés par la communauté internationale, les Tutsis rwandais furent massacrés dans d'atroces conditions avant que la victoire militaire du FPR ne mette un terme au génocide. Un crime imprescriptible. Le génocide est défini par la Convention de Genève sur la répression et la prévention du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. En son article 2, la Convention le définit comme suit. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. La spécificité du génocide par rapport aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre réside dans la préméditation, l'intentionnalité, la planification, son caractère systématique et la mise en œuvre par un État. En revanche, comme ces 2 autres crimes, il est imprescriptible. Aussi, les parties signataires de la Convention de Genève s'engagent à prévenir et punir le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou temps de guerre. Art. 1er.
et à adapter leur législation nationale afin que la Convention onusienne soit réellement appliquée. Art. 5. Cela inclut notamment de prévoir des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui auraient organisé, encouragé ou participé à un génocide. Art. 3. Peu importe qu'ils aient agi à leur initiative personnelle ou en tant que représentants d'une autorité. Art. 4. Les tribunaux compétents peuvent être nationaux ou internationaux, et les accusés ne pourront se prévaloir du droit d'asile politique pour échapper à l'extradition le cas échéant. Art. 6 et 7. Construction idéologique d'un Rwanda racialisé, pour certains idéologues et négationnistes. Les massacres de 1994 au Rwanda ne seraient que le résultat d'une guerre tribale, ethnique, voire raciale, d'un affrontement pluriséculaire comme il en existerait tant en Afrique. Pourtant, au regard de la définition de la Convention de 1948, il s'agit bien d'un génocide, reconnu comme tel par la communauté internationale en mai 1994. Commis par des extrémistes hutus, il a visé les Tutsis, identifiés comme tels. Notons toutefois qu'il n'est pas possible de parler d'ethnie au Rwanda, mais bien d'un peuple avec une histoire, une culture, des coutumes, une langue et une religion commune. Cette distinction entre Hutu et Tutsi a été interprétée à la fin du XIXe siècle par les premiers Européens, qui pénétrèrent la région à un moment où les vocations socio-culturelles et socio-économiques vers lesquelles tendait chaque groupe avaient abouti à la constitution d'une aristocratie à majorité Tutsi, dont n'étaient toutefois pas exclus les autres groupes. Appliquant à la société rwandaise les théories raciales et racistes alors en vigueur en Europe, les colonisateurs virent dans le roi et les nombreux chefs Tutsis un peuple appartenant à une race supérieure d'origine nilotique, ayant conquis le Rwanda et soumis la masse de paysans hutus autochtones. Considérant les Tutsis, également définis selon des critères biologiques, comme les seuls capables de gouverner, l'Allemagne puis la Belgique s'appuyèrent sur eux pour administrer le territoire. Elles remplacèrent progressivement, avec l'appui de l'Église catholique, les chefs Hutus par des chefs Tutsis, créant ainsi de nombreuses frustrations chez les Hutus qui associèrent les Tutsis à l'oppresseur colonial. La Belgique figea définitivement ses caractères ethniques, en 1931 en créant une carte d'identité mentionnant pour chaque Rwandais s'il était Hutu, Tutsi ou TWA. Ces cartes d'identité devinrent tristement célèbres en 1994, lorsqu'elles furent utilisées par les génocidaires pour savoir qui devait être massacré. Le pouvoir aux Hutus. Le désastre de la colonisation ne s'arrêta pas là, puisque confronté dans les années 1950 aux revendications indépendantistes de l'élite Tutsi, la Belgique et l'Église décidèrent de changer leur alliance et de favoriser l'élite Hutu ainsi encouragée à prendre sa revanche sur les Tutsis. Cette élite déclencha en 1959 des mouvements de violence contre les Tutsis, faisant des milliers de morts et provoquant les premiers exils. La Belgique organisa alors des élections, qui aboutirent à l'abolition de la monarchie traditionnelle et à l'instauration d'une république. En 1962, la Belgique accorda l'indépendance au Rwanda, désormais aux mains de l'élite Hutu reconnaissante et pro-occidentale. Cette politique permettait à la Belgique de ne pas perdre pied dans ce pays, contrairement au Congo voisin d'où elle venait d'être exclue. À partir de 1962, cette élite Hutu, ayant intériorisé la vision raciste du colonisateur, a progressivement utilisé l'ethnisme comme une ressource politique. Grégoire Kayibanda puis Juvenal Habyarimana, après un coup d'État en 1973, utilisèrent tous deux une même méthode pour conserver le pouvoir. Ils éliminaient l'opposition, qui risquait de pointer du doigt leurs échecs, et désignaient les Tutsis comme responsables des maux de la société, véritable bouc émissaire, afin de rallier la majorité de la population. Massacres récurrents comme en 1963-64e ou en 1972-73e, quotas et humiliations, obligèrent ainsi de nombreux Tutsis à s'exiler dans les pays limitrophes. Les dirigeants rwandais refusant de régler la question de leur retour, nombre d'entre eux, regroupés au sein du Front patriotique rwandais, FPR, prirent les armes en 1990 afin de rentrer dans leur pays d'origine et de mettre fin à la dictature ethniste. La guerre ainsi déclenchée par le FPR provoqua alors la fuite en avant du régime d'Habyarimana.
Les massacres à caractère génocidaire de Tutsis de l'intérieur se multiplièrent, telles des répétitions du génocide à venir. Le 6 avril 1994, suite à l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, un coup d'État est accompli par les durs de l'armée autour du colonel Théoneste Bagosora. Un gouvernement intérimaire rwandais GIR est mis en place. Ce gouvernement met alors en œuvre le génocide, entraînant la population à le commettre avec lui. Un génocide populaire. La spécificité du génocide des Tutsis est que, planifié et coordonné au plus haut niveau de l'État, il a impliqué la quasi-totalité de la population, grâce à un système d'encadrement, de formation, de propagande et de conditionnement psychologique qui transforma en tueurs des centaines de milliers d'êtres humains ordinaires. Une nouvelle ère du génocide était inaugurée, celle de la manipulation, de l'enrôlement et de l'implication des masses grâce aux techniques de communication. L'ensemble des institutions publiques ont été mobilisées pour mettre en œuvre et encadrer le génocide. Forces armées rwandaises phares, gendarmerie, bourgmestres, préfets, instituteurs, mais aussi médecins et prêtres, sans compter les milices interahamwe à qui ont été distribuées des armes. La société rwandaise étant encadrée par un réseau administratif serré, hiérarchisé et centralisé, cela permit de mobiliser la population et de déplacer des miliciens là où ils venaient à manquer. Les bourgmestres dressaient des listes et fixaient des horaires qui étaient apposés sur les panneaux servant habituellement à l'affichage public. Ils tenaient une comptabilité précise des personnes éliminées. Les administrateurs étaient chargés de chasser les Tutsis de leurs habitations et de les rassembler sur les sites des massacres, bâtiments publics, églises, écoles, de réunir les assaillants, de les transporter et de leur fournir des outils, de s'occuper de l'enlèvement des corps et de gérer la répartition des biens pillés et des territoires confisqués. Afin de mobiliser la population Hutu, le GIR misa sur l'efficacité des médias. Déjà, le journal Kangura avait publié en 1990 les 10 commandements du Hutu, temps fort dans la campagne de haine qui a balisé la voie du génocide. Mais ce sont les radios qui eurent le rôle le plus déterminant dans ce pays de tradition orale. Radio Rwanda et surtout la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM, dite Radio Machette, bénéficiaient d'une large audience et d'un impact certain. Elles appelèrent au massacre et diffusèrent des instructions pour les mener à bien, répandant également de faux bruits quant à l'infiltration de Tutsis du FPR. Ceux-ci, qualifiés de cafards, Inyenzi en Kinyarwanda, étaient diabolisés et déshumanisés afin de justifier un peu plus la normalité de leur extermination. Ainsi, la population savait ce qu'on attendait d'elle. 13. Les militaires, gendarmes ou miliciens qui étaient armés tiraient sur les Tutsis. Les civils, à qui avaient été distribuées des machettes, devaient ériger des barrières pour intercepter ceux qui tentaient de fuir, organiser des patrouilles et finir le travail, à la machette, au gourdin ou au marteau. Des récompenses furent distribuées, terre, butin, pièces d'uniforme, promotion. 3. La France a-t-elle soutenu le régime qui préparait le génocide ? Le soutien militaire au régime Habyarimana dans lequel le président Mitterrand engage la France en octobre 1990 passe presque inaperçu, jusqu'à un article de Stephen Smith paru dans Libération en juin 1992 et intitulé « La guerre secrète de l'Élysée ». Les massacres de Tutsis suscités et couverts par les autorités amènent au Rwanda une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme composée de représentants de 4 ONG. La commission séjourne au Rwanda en janvier 1993. Elle rend un rapport accablant pour le président Habyarimana et son entourage. Le 24 juillet, l'un de ses membres, Jean Carbonaré, alors président de Survie, s'exprime au journal télévisé de 20h de France 2. Tous les membres de la commission sont convaincus qu'il y a une responsabilité très grande, jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir. Notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a aussi une responsabilité. Le Rwanda fait irruption dans les foyers français. Mais il est vite chassé par une autre actu. La France savait qu'un génocide pouvait survenir. La décision prise par François Mitterrand d'appuyer le régime Habyarimana est prise en toute connaissance de cause. Les autorités françaises savent en effet dès le début de l'opération Noroi
envoi de 2 compagnies en octobre 1990, que l'idée de l'extermination des Rwandais Tutsis est agitée par de très hauts responsables du régime. L'attaché de défense à Kigali, le colonel René Galinier, évoque ainsi dans un message envoyé à Paris le 24 octobre 1990 l'éventualité de l'élimination physique à l'intérieur du pays des Tutsis, 500 000 à 700 000 personnes par les Hutus, ces millions d'individus. L'ambassadeur Georges Martre témoignera devant la mission d'information parlementaire de 1998 que le génocide était prévisible dès cette période, fin 1990, sans toutefois qu'on puisse en imaginer l'ampleur et l'atrocité. Certains Hutus avaient d'ailleurs eu l'audace d'y faire allusion. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'était réjoui de l'attaque du FPR qui servirait de justification au massacre des Tutsis. Les avertissements se multiplient les mois suivants. Massacre des Bagogwe, janvier-mars 1991. Tuerie dans le Bugé-Cessera, mars 1992. Dans la région de Kibui, août 1992. Dans le nord-ouest, décembre 1992 au janvier 1993. La remise du rapport de la Commission internationale d'enquête conduit la Commission des droits de l'homme de l'ONU à envoyer sur place un rapporteur spécial en avril 1993. Ce rapporteur, Bakr Ali Ndiaye, s'interroge sur la qualification de génocide concernant les massacres commis à l'encontre des Tutsis. Participation des militaires français à la guerre contre le FPR. Malgré la connaissance qu'elles ont de la possibilité d'une extermination des Tutsis par le régime rwandais, les autorités françaises décident à la même époque d'accorder un soutien intensif à l'armée rwandaise. Livraison d'armes et de munitions, formation de l'armée rwandaise dont les effectifs décuplent entre 1990 et 1994, prise en main de cette armée par des éléments militaires spécialisés et de haut niveau, à un point qui conduit certains militaires français à considérer qu'à travers la mission d'assistance au personnel qu'ils mènent, ils dirigent et commandent indirectement une armée, en l'occurrence celle d'un État étranger. Un officier supérieur français est en effet devenu conseiller du chef d'état-major des forces armées rwandaises. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.